Cet après-midi, on a 3 communications. La première, Eidar Eren Aki, je vais vous demander de venir pour présenter le travail sur l'identité, Sport to Rescue of an Endangered Cultural Identity, the case of the Turkish minority in Bulgaria, dans les années 20-30. Donc pendant 20 minutes, et puis on va faire comme d'habitude les 3 communications, comme ça on verra ensuite une petite demi-heure pour les questions. Je vous remercie beaucoup. J'ai déjà préparé en anglais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nécessitent des explications en anglais ou pas. Et pour moi, c'était un peu plus facile d'écrire en anglais. Donc, j'ai choisi comme ça, mais je vais vous expliquer en français ce que j'ai remarqué sur les diapos. Et donc, le sujet, c'est un peu de côté sociopolitique de l'Europe de l'Est pendant les années 20 et 30, donc entre deux guerres mondiales. Et donc, juste un tout petit rappel, Bulgarie était indépendant à partir de 1908, mais à partir de 1876, c'était une principauté mi-indépendant de l'Empire ottoman. Donc à partir de cette date, les Turcs deviennent minorité dans ce pays. Et au départ, c'était autour de 35-40%. On parle des Turcs ou bien des turcophones dans ce pays. Et donc, au départ, à la fin du 19e siècle, dans ce pays, en Bulgarie, il y avait 17 minorités reconnues par l'État. Et après, pendant tout au long de cette période, on a vu à un certain moment, il y a à peu près 10%, 12% des Chinois qui vivent en Bulgarie. C'est choquant, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de Chinois en Bulgarie, mais dans les cas, il n'y avait pas de certaines minorités ethniques pendant le census de population. Et donc, les gens, ils ont choisi communautairement de s'identifier en tant que Chinois, en tant que Japonais, Coréens, etc., parce qu'il y avait ces possibilités sur le papier. Et donc, comme ça, ils ont montré leur présence sur les census sur la population. Donc, on va parler sur la population turque comme minorité, et il y a un fort lien avec le sport parce que après l'Empire ottoman, il y avait deux institutions turcophones. Un côté, c'est religion, c'est l'islam, et l'autre côté, c'était l'enseignement, surtout l'école primaire et secondaire. Donc, les deux côtés, c'était une hiérarchie bénéficiée par les gens qui dirigent ces types d'institutions, donc les classes populaires et les classes moyennes, ils n'ont pas le moyen de prise de parole dans ces institutions. Donc, je vais essayer de vous raconter ces histoires par rapport au club de sport. J'ai fait une certaine liste de certains clubs par rapport aux villes. Par exemple, un club, ça veut dire Renaissance, le premier. Excuse-moi, c'est le nom de ville. Et après club, c'est le club. Et après un club, on dit la Renaissance. Et deuxième, le nom du club, Altın Yıldız, ça veut dire étoile dorée. Et après, Ileri, ça veut dire croissance, mouvement pour la rénovation. Et donc, Çelik, par exemple, en cinquième, ça veut dire acier, strong. Et donc, il y a des références comme Attila, les Turcs de l'Asie centrale. Et Gençler Birliği, ça veut dire union des jeunes. Terakki, ça veut dire aussi renaissance. Yıldız, c'est étoile. Hilal, ça veut dire la lune, mais la version islamique comme symbole. Et Turan, on va discuter autour de ce mot
parce que c'est une géographie linguistique. Donc on ne fait pas référence à l'ethnie, mais une géographie linguistique. Sur le prochain diapo, je vais vous montrer c'est quoi la géographie de Turan. Ça commence de Finlande, Estonie, vers Hongrie, Bulgarie, Turquie, et ça continue des pays Europe centrale, des pays turcs, et ça continue vers Mongolie, Corée et Japon. Et donc tous ces pays, ils sont dans ce groupe linguistique Turan. Et donc pendant les années 30, dans le monde, il y avait une forte approche politique pour réunir ces pays Turan, surtout par les Japonais et Hongrois. Il y avait des réunions, des conférences académiques, etc. Et donc on a vu qu'en Bulgarie, dans cette minorité, il y a aussi des reflets de ces approches. Et donc on continue les noms comme ça. Il y a 123 clubs. J'ai trouvé dans les archives personnelles, dans les archives des journaux, dans les archives aussi des mairies sur place, j'ai consulté. Et donc, what it means Turan and Turanism, je vous ai expliqué que c'est une sorte d'union linguistique. Vous voyez, il y a une partie des Gagaouze et après Crimée, et des pays Caucase, Turquie, etc. Et ça continue vers Mongolie, Corée et Japon. Et donc, ici, on va discuter quelles sont l'importance pour ces minorités, ces clubs de sport. Et donc, on a vu que ces clubs de sport sont réunis par les jeunes de classe populaire et classe moyenne. Et donc, après l'Empire ottoman, les pouvoirs religieux et les pouvoirs aristocratiques des Turcs qui restent dans ce pays, ils ne voulaient pas un certain changement sur l'échelle sociopolitique pour pouvoir garder leur rôle important sur cette minorité. Mais on a vu que il y avait une approche tourani, de Turan, et donc ça fait référence à l'époque avant l'islam pour les pays qui parlent la même langue. Et donc on a pris la référence chamanique au lieu de islamique. Et donc tous ces jeunes qui se réunissent autour de ces clubs, ils ont commencé à fêter des jours fériés qui fait référence des fêtes et des jours importants sur le calendrier chamanique. Ils ont commencé à parler avec un vocabulaire et langage des Turcs de l'Asie centrale avant tout ces grandes histoires d'immigration, et ils étaient de classe moyenne et de populaire. Et donc, d'un côté, il y a un enjeu sociopolitique avec les classes privilégiées dans cette minorité, et deuxièmement, ils ont envie de réunir tous les turcophones dans ce pays, donc en Bulgarie. Et donc, je vais vous montrer la carte de Bulgarie tout à l'heure, mais je peux vous dire que les turcophones sont au nord, tout sur les frontières bulgaro-romanes, et après au sud, dans les montagnes Rhodope, donc juste entre la Grèce et la Turquie. Donc il y a deux zones pour les minorités, et ces clubs sportifs, surtout en athlétisme, scouting et le foot, composés par les femmes et hommes, surtout par les jeunes, entre 13-14 ans jusqu'à 25 ans, majoritairement. Et donc, ils sont de majoritairement les villes du nord de Bulgarie. Et même maintenant, quand vous passez visiter Bulgarie, vous pouvez voir facilement il y a une différence entre le nord et le sud pour la même minorité. Au sud, il y a vraiment il y a une mosquée, et juste à côté, il y a le bâtiment de mairie. Donc, mosquée, c'est lié partout dans le village. Donc, il y a au moins une personne qui
qui font ces prières régulièrement dans la mosquée. Il y a une socialisation autour de mosquée. Et dans le milieu mosquée, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres dans ce village. Et la mairie, c'est important aussi parce qu'au moins une personne par famille qui travaille, qui touche le salaire par mairie. Donc, il y a deux entités, deux institutions qui dirigent officieusement le peuple dans les villages du sud de Bulgarie, dans ces parties montagnardes. Et ici, on n'a pas pu faire, pendant ces périodes des années 20 et 30, des grands congrès de sport des clubs Turan, donc de Turcs. Et surtout, on a vu plusieurs congrès au nord de Bulgarie. Et au nord de Bulgarie, on voit très bien que les Turcs athées sont à peu près 65%. Et les Turcs qui font des prières régulièrement en mosquée, c'est autour de 7%. Et donc, il n'y a pas une hégémonie d'une classe privilégiée, donc héréditaire. Donc ça veut dire que les maires de certaines villes et villages, ça change, ça ne reste pas dans les mêmes familles comme une lignée de grand-père, père et fils, comme métier héréditaire, comme une hiérarchie, etc. Mais au nord, il y a un aspect tellement démocratique avec cette histoire des clubs de sport des années 20 et 30. Et donc, ça commence par Mustafa Sherif Alianakzadeh par ses articles dans le journal. Et donc, il explique que les Turcs, les jeunes qui vivent dans les villages, ils ne connaissent pas les autres turcophones dans les villages d'à côté. Et ils ne font pas de sport, il y a un manque de hygiène de vie. Et donc, ils essayent de créer un certain groupement, des clubs de sport, etc., avec l'exemple des Juifs dans cette période dans les pays d'Europe par rapport au système des clubs Maccabi. Donc, il écrit comme un exemple des Juifs et il dit que les Turcs ils doivent faire la même chose dans les pays ex-ottomans dans cette région. Et donc, il y a une hygiène de vie nécessaire d'après ces articles, donc healthy out, away from nightlife, etc. Donc, on a une mission out of school education parce que les institutions dans les écoles primaires et secondaires, c'est lié aux mentalités des religieux et des classes privilégiées. Donc, il n'y a pas de prise-parole, de liberté d'expression, etc. Et donc, c'est totalement fermé aux nouveautés de l'époque moderne des années 1920 et 30. Et donc, ils essaient de faire une sorte de révolution, comme ça a été déjà fait en Turquie à cette époque-là par la révolution kémaliste. Donc, si on fait une toute petite comparaison entre les deux, pendant la révolution kémaliste, on a vu qu'il y a au moins une vingtaine de parlementaires, et donc ça fait à peu près 7% de parlement, demandaient dissolution de l'islam en Turquie moderne et retour aux racines chamaniques comme religion si nécessaire. Donc c'était déjà la base de révolution kémaliste et après les négociations avec les notables, les classes privilégiées de l'époque ottomane, etc., on n'a pas pu aller jusqu'à cette étape-là en Turquie, mais on a essayé aussi en Bulgarie avec le club de sport Turan, et on parle à peu près 100 000 jeunes au nord de Bulgarie qui étaient associés à peu près pendant cette période ces clubs. Et donc, il y avait une forte intention de dépasser les règles traditionnelles et islamiques et créer une nouvelle société. Donc, il y a des photos des premiers congrès. Donc, on voit que c'est que les hommes, mais après, on va voir que ça va augmenter
la représentation des femmes en tant que dirigeantes des clubs et ça va rester toujours au moins un tiers des membres de club, c'est pour les femmes. Et dans chaque catégorie d'âge, donc il n'y a pas de limites, il n'y a pas de barrières contre les femmes dans ce club. Donc on a vu qu'ils ont joué de foot, ils ont fait l'athlétisme, ils ont fait scouting, comme tous les autres hommes qui sont membres de ces clubs. Et donc c'était important parce que la manière de parler c'était différent aussi, donc il y avait un vocabulaire à la base de hygiène de vie et les rites chamaniques, et en plus il y avait des codes vestimentaires, donc c'était tout propre, tout blanc, avec quelques nuances de vert et de rouge, en référence avec les anciens drapeaux turquiques. Donc ils essayent de créer certains symbolismes par rapport aux couleurs aussi chez les jeunes. Et donc je vous raconte de Vidin jusqu'à Dobrich, Silistre, etc. Donc tout au long de rive Tuna, Dun, je me souviens pas. Danube. Donc tout au long de Danube, il y a des villes turcophones, des Turcs, et après autour de Kagzali aussi, c'est zone montagnard, c'est des populations turques aussi. Donc on parle de ce travail au nord de Bulgarie. Et donc ils disent que d'après l'article 16 de cet congrès de Pleven de 25, ils vont appeler les autres membres de club comme brother and sister, en turc kardeş, hemşire. Donc il y a foot, gymnastique et scout groups. Greetings, donc salutations, c'est sois fort. Merci Dieu, je suis fort. Et donc on ne dit pas salut, ça va, on dit comme ça quand vous croisez quelqu'un de même groupe. Donc c'est une sorte de distinction qui fait partie du groupe ou pas, d'après le rituel de ces vocabulaires. Et donc comme vous voyez ici, c'est des jours fériés aussi. C'est le Messis par exemple, c'est le jour de début de printemps d'après les rites chamaniques. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a été pris l'exemple juif de Civil Society comme réseau de networking pour pouvoir créer ces associations autour de l'idée Turan. Donc je vais vous montrer aussi une petite partie de chant chez ces jeunes. Donc nous avons jeunesse, vigueur et force, on sacrifice et on fait l'effort. Tout ça vient de notre cœur. On travaille beaucoup, regardez, et on est les jeunes Turcs turanistes. Donc c'était un enjeu à la base politique, mais autour des organisations, des associations sportives. Donc je veux bien vous montrer cette dernière photo avant de finir, parce que vous voyez, il y a des différentes catégories de l'âge. Il y a des enfants autour de 10 ans, 12 ans. Donc il y a des jeunes filles et garçons ensemble. Et après, vous regardez les codes vestimentaires des femmes, des hommes. Et il y a des femmes et hommes ensemble, sont des dirigeants au milieu, etc. Donc il y a des différentes générations ensemble dans ces associations pendant des années 20 et 30. Et après un coup d'État 34 en Bulgarie, ils ont dit que c'est un danger pour l'homogénéité de nation en Bulgarie
ce type d'association. Et donc, ça a été suspendu. Donc, c'était une dizaine d'années d'histoire du support sociologiquement et politiquement intéressant en Bulgarie pour cette minorité turcophone. D'après les archives, j'ai eu ces données et donc je vous remercie pour vos intérêts. On va continuer à voyager puisque donc François-René Dugard va nous parler, cette fois on va partir de l'autre côté de l'Atlantique et à San José State College, un lieu fameux pour l'athlétisme, si je me souviens bien. Absolument, oui. Et avec des enjeux évidemment de discrimination aux États-Unis des années 60. C'est bon, ouais. Merci d'abord aux organisateurs d'avoir accepté une candidature très tardive pour cette communication. Voilà, pour cette communication qui s'intitule « Vivre le sport malgré tout, la marginalisation des athlètes noirs à San Jose State College à la fin des 60s », mais qui aurait aussi bien pu s'appeler « La crise étudiante à San Jose State College en 1967 », puisqu'il s'agit de voir les liens entre un certain mal de vivre, un certain mal-être des étudiants athlètes noirs dans cette université et les conséquences politiques que ça a. Pour introduire mon propos, évidemment, une photo que probablement vous connaissez tous, les athlètes Tommy Smith et John Carlos qui brandissent un poing ganté de noir à Mexico aux Jeux de 68. Sur le podium du 200 mètres, ils entendent faire entendre la revendication des Noirs américains à plus de justice sociale et utilisent les Jeux olympiques comme tribune politique. Ce qui est moins connu peut-être, c'est la genèse de ce geste, puisqu'il est l'aboutissement d'un processus contestataire de plus longue durée qui en fait commence à peu près un an plus tôt dans cette université de San José où Tommy Smith et John Carlos sont étudiants. Donc San José, c'est ici, donc c'est en Californie. Donc vous avez une photo du campus avec César, enfin très agréable. Et puis on est en fait dans la de ce qu'aujourd'hui on appellerait la Silicon Valley, mais qui n'était pas encore la Silicon Valley. Donc San José, c'est là, s'auto-désigne comme capitale de cette Silicon Valley, donc au sud de San Francisco, de la baie de San Francisco. Donc mon intervention porte sur un événement localisé qui a une durée finalement très brève, puisque c'est une crise étudiante qui a touché cette fac majoritairement blanche en septembre 67 et qui a duré à peu près une semaine et qui avait un lien direct avec les conditions de vie des Noirs américains sur le campus et plus particulièrement avec la condition de vie des étudiants athlètes noirs qui comptent pour plus de la moitié de ces étudiants noirs. Cette crise s'inscrit dans un contexte national troublé aux États-Unis, notamment par les émeutes urbaines qui viennent de marquer l'été 67, ce qu'on a appelé le Long Hot Summer de 67, et qui a été marqué par des émeutes urbaines de grande ampleur, par exemple à Detroit, mais pas seulement. Et puis, voilà. Et puis également le contexte militant noir marqué par une recomposition forte autour d'un slogan politique qui s'intitule Black Power, c'est-à-dire une volonté de radicaliser le mouvement pour les droits civiques qui avait pris son essor une dizaine d'années plus tôt sous l'impulsion de leaders comme Martin Luther King. Le Black Power revendique un activisme plus radical, plus révolutionnaire, avec à sa tête comme grande figure Malcolm X ou les Black Panthers qui ont leur lieu de naissance justement en Californie, dans cette baie de San Francisco. Donc cette protestation s'organise autour d'une organisation étudiante nouvelle, la United Black Students for Action, UBSA pour dire en accent français, et de son dirigeant
qui est un jeune sociologue enseignant à San José, qui s'appelle Harry Edwards, jeune enseignant de sociologie qui a lui-même un passé d'athlète au sein de l'université de San José. Donc on se demandera comment l'étude des conditions quotidiennes d'existence de ces étudiants noirs californiens permet de comprendre la jeunesse d'un rapport critique au sport qui aboutira, in fine, à cette mobilisation médiatiquement de beaucoup plus grande ampleur, c'est-à-dire celle des Jeux de Mexico. Pour cela, nous nous appuyons principalement sur des archives recueillies dans l'université de San José, principalement des coupures de presse nationales, locales, des correspondances diverses et puis de la littérature grise produite par l'administration de l'université. Ces documents permettent d'étayer ou d'étudier les différentes formes d'exclusion sociale et raciale dont souffraient ces athlètes et étudiants noirs et qui s'ancrent véritablement dans leur vie quotidienne, en quoi elles se rattachent au thème d'aujourd'hui. Le 15 septembre donc 67 est distribué aux enseignants et aux membres de l'administration de San José un tract signé de la main de ce jeune professeur Harry Edwards, que vous voyez ici avec un mégaphone et ici également. Voilà ce que dit ce tract. Les étudiants noirs de San José State College s'organisent pour combattre le sectarisme et le racisme sur nos campus et dans notre communauté. Notre position sera clarifiée le lundi 18 lors d'un rassemblement sur la 7e rue à 11h. Nous souhaitons solliciter votre soutien en vous demandant d'inscrire vos étudiants comme d'habitude, mais de ne pas commencer l'enseignement de la matière assignée. Au lieu de ça, nous vous demandons de discuter du principe pour lequel nous protestons, la question du racisme. Votre soutien sera apprécié. Le jour dit, à 11h du matin, vous avez entre 500 et 700 étudiants de l'université qui se réunissent sur cette 7e rue, donc tout près du campus, et qui écoutent Harry Edwards annoncer la création d'une organisation nouvelle, l'UBSA. Cette organisation, c'est une organisation de défense des étudiants noirs dans une université majoritairement blanche. Ça n'est pas une exception, ça n'est pas une rareté à l'époque. Vous avez un certain nombre de ces syndicats étudiants noirs qui se créent au même moment un peu partout dans le pays, sachant que celle de San José a peut-être pour particularité de donner une importance grande dans ses effectifs aux étudiants athlètes. L'UBSA donc compte 59 membres, dont 2 vedettes du sprint mondial, des gens qui sont déjà très reconnus, Tommy Smith d'un côté, et puis non pas John Carlos qui arrivera en cours d'année en décembre, mais Lee Evans qui sera le recordman du monde du 400 mètres et qui est un ami proche de Tommy Smith et un rival aussi. Harry Edwards, donc, toujours pendant cette intervention, détaille les exigences de la nouvelle organisation pour que les choses changent sur ce campus. Et toutes ces revendications ont un lien direct avec la question de la ségrégation. Ce qui peut paraître surprenant en 67 parce que le Civil Rights Act, qui est le grand acte, la loi qui normalement met fin à la ségrégation légale, date de 64, signé par Lyndon Johnson, ratifié par lui. Donc en principe, la ségrégation est terminée. En réalité, elle demeure bien réelle dans certains secteurs, y compris, et ça c'est aussi un paradoxe, dans cette baie de San Francisco, dans cette Californie qui a longtemps été décrite comme un paradis ou une terre promise pour les Noirs américains. Elle concerne d'abord, donc cette ségrégation concerne différents aspects. La première question soulevée par Harry Edwards, c'est celle du logement. Parce que les étudiants noirs de San José s'estiment discriminés dans l'attribution des places de dortoir sur le campus. Si bien qu'un certain nombre d'entre eux doivent chercher ailleurs, aux alentours de l'université, des logements. Et là, ils font régulièrement face au refus de bailleurs, de logeurs, de leur louer un appartement. Si bien qu'ils doivent souvent dormir dans des motels ou même dans des garages ou se débrouiller. On a des systèmes d'entraide qui se mettent en place. Par exemple, cette maison, cette Good Brothers House, qui a été un lieu de colocation pour étudiants noirs de la fac de 55 à 68. Vous avez ici Chuck Alexander qui pose, c'est pas bien pixelisé, mais
qui pose devant cette maison. C'est lui qui a eu l'initiative, c'était un étudiant qui pratiquait le football américain. Eh bien, c'est lui qui a eu l'initiative de cette colocation qui a duré donc pendant 13 ans et qui était une institution, un lieu ressource pour les étudiants noirs. Donc, première question, celle du logement. Seconde question, celle des fraternités et sororités, qui sont des hauts lieux de la sociabilité étudiante, mais où subsistent des formes d'exclusion raciale. Là aussi, au niveau national, on a des appels à des injonctions à abandonner toute forme de ségrégation, mais quand on descend à l'échelle locale, comme ici à San José, on s'aperçoit que eh bien, l'abandon des clauses white only, seulement pour les blancs, eh bien, n'ont pas été toujours abandonnés, et c'est ce qu'on voit à l'œuvre à San José. Troisième point, alors c'est inversé par rapport à là, la question du recrutement d'étudiants noirs. Harry Edwards et l'UBSA réclament que plus d'étudiants issus des minorités ethniques puissent être recrutés à l'université de San José. Quatrième point qui nous intéresse particulièrement, la question du sport. Pour vous donner une idée, San José, c'est une université de 24 000 étudiants à peu près à cette époque, et très majoritairement blanche, puisque vous avez à peu près une centaine d'étudiants noirs sur les 24 000. Là-dessus, vous avez environ 60 athlètes, c'est-à-dire des gens qui ont été recrutés non pas via des bourses académiques, pas sur leurs notes, mais sur leurs résultats sportifs. Et ça, c'est à la fois un atout, parce que ça leur permet d'intégrer l'université, et en même temps, c'est un problème pour eux, parce que ça veut dire qu'ils sont d'abord considérés comme des sportifs, avant d'être considérés comme des étudiants. Et ça va leur poser des problèmes, parce que on n'attend pas d'eux des performances scolaires, on attend d'eux prioritairement des performances sportives. Et c'est ça que voudrait changer le syndicat de l'UBSA, c'est-à-dire une aide spécifique pour ces étudiants qui, en réalité, n'ont pas le niveau de l'université quand ils entrent et espèrent avoir un appui, un soutien institutionnel pour rattraper leurs lacunes. Et puis, dernier problème, la question des dernières formes d'exclusion, voilà, pour être plus précis, la question des relations sentimentales qui demeure épineux pour ces étudiants, puisque tous les étudiants sportifs recrutés à l'université sont des hommes, puisqu'il n'existe pas de programme sportif de haut niveau pour les femmes à San José à ce moment-là. Et donc, impossible ou quasi impossible pour ces étudiants athlètes noirs de flirter avec des étudiantes noires. Se pose la question des relations sentimentales interraciales qui, à cette époque, en 67, demeure un tabou parfois verbalisé sous la forme d'injonctions d'entraîneurs à ne pas fréquenter ou même à ne pas parler à des étudiantes blanches. Alors, lors de ce meeting, donc, vous avez ces centaines d'étudiants et puis vous avez également la présence du président de l'université lui-même, qui s'appelle Robert Clark, que vous avez ici au mégaphone à côté de Harry Edwards. Et Robert Clark prend la parole et proclame son soutien au syndicat de l'UBSA et son soutien à leur lutte. Robert Clark, c'est un membre typique d'une élite libérale blanche qui est acquis aux idées progressistes et qui, comme un certain nombre de présidents d'universités de l'époque, est conscient qu'il faut engager des réformes dans leur fac pour éviter des débordements de violence ou en tout cas des menaces de débordement. Et donc il refuse l'opposition frontale et il engage un partenariat avec le syndicat. Très concrètement, il propose que dès l'après-midi même se tiennent des auditions pour évoquer les questions, les points que je viens d'évoquer. Et c'est ainsi que, dès l'après-midi même, vous avez une audition spécialement consacrée à la question du logement. Et donc, les étudiants noirs sont invités à venir témoigner
devant ce jury improvisé, cette cour improvisée. Vous avez ici Harry Edwards et Robert Clark qui écoutent les témoignages devant un parterre d'étudiants et de membres de l'université. Parmi les témoins qui viennent à la barre, si je puis dire, vous avez Tommy Smith, qui possède à cette date-là plusieurs records du monde et qui raconte qu'avec son épouse, ils ont été confrontés à de multiples refus de propriétaires immobiliers et que pendant un temps, il a dû dormir dans le garage d'un ami. Les auditions se poursuivent les jours suivants, pendant les 3 jours suivants, sur les thèmes mentionnés, fraternité et sororité, la question du département sportif, la question du recrutement d'étudiants minoritaires. Et à l'issue de cette semaine de crise, de résolution de crise, le président Clark fait une réunion pour faire le point, faire le bilan. Et il dit « Cette semaine a été extraordinaire, historique. S'il en résulte, comme je le crois, un traitement plus équitable des étudiants issus de groupes minoritaires, ce sera un événement marquant pour l'ensemble de la communauté universitaire. » Alors concrètement, que décide-t-il ? 3 choses en particulier. D'abord, la mise à l'essai des fraternités et sororités qui devront faire la preuve, en rédigeant un rapport, qu'il n'y a pas de racisme en leur sein. Ensuite, la nomination d'un défenseur des droits des étudiants qui sera chargé d'écouter les plaintes et d'enquêter sur les plaintes des étudiants pour voir s'il y a des cas de discrimination. Et puis, dernier point, un système de tutorat qui est mis en place pour les étudiants qui ont intégré l'université grâce à une bourse sportive et pas à une bourse académique. Ces mesures sont soumises à l'approbation de l'UBSA qui accepte très majoritairement ce plan de réforme. On a ici donc la fin, en grande partie, de cette crise qui aura duré une semaine. Pour atteindre leurs objectifs, les militants n'avaient pas ne pouvaient pas s'appuyer uniquement sur la bonne volonté de l'administration de la fac. Ils disposaient aussi d'une arme efficace, à savoir le boycott des matchs sportifs. On est en septembre, c'est bientôt la rentrée de la saison de foot américain. Et les militants annoncent qu'ils voudraient que s'ils ne sont pas entendus, ils boycotteront et ils perturberont le premier match qui doit opposer San José à El Paso. Et face aux menaces de débordement, l'intervention de militants des Black Panthers qui sont à proximité, qui menacent de violence, Robert Clark finit par annuler la rencontre, carrément, non sans affronter des critiques, y compris politiques, notamment par exemple du gouverneur de Californie de l'époque, un certain Ronald Reagan, qui dit qu'il s'est couché face aux militants noirs. Donc, 3 minutes. Cette crise, si on fait le bilan, elle a un lien direct avec la condition contrastée de ces étudiants noirs qui sont souvent les premiers de leur famille à accéder aux études supérieures et donc qui peuvent nourrir l'espoir d'un accès, d'une promotion sociale, a fortiori et surtout s'ils obtiennent un diplôme universitaire. Davantage que s'ils brillent en sport, parce que ça demeure très hypothétique, mais en revanche, s'ils obtiennent un diplôme, ça sera une porte d'entrée vers une ascension sociale. Mais pour cela, beaucoup d'obstacles, un quotidien partagé entre des études exigeantes et un entraînement de haut niveau, des contraintes du quotidien, notamment parce que leurs bourses sportives ne subviennent que partiellement à leurs besoins, et donc ils sont forcés de faire des petits boulots, de l'accueil, du gardiennage, du nettoyage de salles de classe, pour gagner un peu d'argent sur le campus. Si bien que c'est ce sentiment de devoir accomplir des doubles journées de travail, si on peut dire, qui suscite une certaine amertume de leur part, dont témoigneront les autobiographies des plus célèbres d'entre eux, par exemple Tommy Smith dans son autobiographie Silent Gesture, qui écrira « Les gens me disent quand même, Tommy, tu as été dédommagé avec une éducation gratuite.
Il n'y avait rien de gratuit là-dedans, j'ai reçu une bourse sportive et j'ai travaillé pour chaque centime. Ce que j'ai investi dans mes études pour obtenir ce diplôme, je ne crois pas encore l'avoir récupéré. Cela se réduisait à une compensation, mais 95 $ par mois et la possibilité de rivaliser en classe avec d'autres étudiants moins sollicités en temps et en effort ne suffisaient pas à compenser tout ce que je donnais. Pourtant, je l'ai supporté et j'y ai survécu parce que l'alternative, c'était travailler dans les vergers. Pour conclure rapidement, devant le succès que cette première mobilisation rencontre et face à l'effervescence qui anime le campus de San José, eh bien, vous avez un second projet qui naît avec les mêmes acteurs, mais qui cette fois a une portée nationale et même internationale, et qui consiste à proposer un boycott des Jeux Olympiques un boycott noir des Jeux Olympiques de Mexico. En octobre, donc quelques jours après, Tommie Smith, Lee Evans et Harry Edwards se réunissent au domicile d'Edwards et c'est là qu'ils décident de créer une organisation nouvelle, l'Olympic Project for Human Rights, dont vous avez ici le badge que porteront Smith et Carlos sur le podium de Mexico en 68. Et donc vous avez ici la jonction qui se fait entre une politisation qui vient d'un campus universitaire très restreint et puis une scène olympique mondiale. Si vous voulez, pour résumer très simplement, vous avez 3 étages d'une fusée. La première, c'est la mobilisation que je viens de décrire. La seconde, c'est un projet de boycott olympique. Vous avez un transfert de l'université à la question des JO. Et puis le dernier étage, c'est le point levé de Smith et Carlos quand le projet de boycott a échoué. Voilà, j'avais une petite conclusion rapide, mais en gros, j'ai dit l'essentiel. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette présentation. On va écouter la 3e présentation. Donc, Sébastien qui a travaillé avec le Nijala, qui te laisse porter votre voix. Voilà. Et on va voyager, retourner un peu en France, mais en passant par l'Allemagne, selon les périodes. Selon les périodes. Et sans trop te déplacer pour parler des conférences de Strasbourg. Il faut que je retrouve par contre Il est sur PowerPoint, je pense qu'il est ouvert. Il est ouvert en bas. Ah, magnifique. Merci. C'est tout bon. Ça s'affiche. Ouais. Ok. Oui, effectivement, donc des concurrences au sein de l'aviron strasbourgeois, donc partir de ce qu'on pourrait appeler une forme de micro-analyse, de micro-histoire, pour essayer de comprendre des enjeux plus globaux qui sont ceux de questions de nationalité, notamment. Je vais vous expliquer ça. Alors, comment parle-t-on un cessez-le-feu? Le terme d'expression de cessez-le-feu, je reviendrai, c'est un terme qui est utilisé par la presse dans les années 20, par la presse alsacienne, pour parler des problématiques nationales au sein de ces structures. Apparemment, il y a eu un petit décalage, mais c'est pas grave. Voilà, donc on travaillait à 2 sur ce projet-là avec mon collègue Denis Jala. Donc on travaille tous les 2 au sein du LINX, laboratoire interdisciplinaire en études culturelles. Alors, Oula. Oui, non, je suis allé un peu vite. Voilà. Quelques mots d'introduction. Alors, finalement, ce travail se situe dans une perspective un peu plus globale qui est celui du sport dans les espaces frontières. Avec, alors, c'est un peu résumé, bien entendu, mais il y a 3 objectifs qu'on essaie de poursuivre. C'est comprendre en fait comment on passe d'un état à un autre, en état avec E majuscule. Donc comment s'opère finalement cette question de la transition, la question de la transition nationale. Alors les ethnologues, les anthropologues ont déjà étudié ça. Enfin, on pense par exemple à Arnold van Gennep sur les questions de liminalité, par exemple. Travaux qui ont été repris par Turner un peu plus tard sur cette forme de zone grise en fait de la transition d'un État national à un autre. Comment ça peut fonctionner. Deuxième chose, c'est aussi, du coup aussi la question de là ou des loyautés. Des loyautés. Alors, est-ce que parce que l'Alsace devient allemande en 1871, tous les Alsaciens vont consentir naturellement à devenir de bons Allemands? Reste-t-il francophile dans l'âme? Est-ce qu'il y a un entre-deux? Donc cette question-là nous amène à mettre en perspective la question de là ou des loyautés. Alors, c'est un travail qui est en cours, c'est un vrai chantier, effectivement, cette question des loyautés. Pour l'instant, il y a
une nomenclature, si on peut l'appeler comme ça, une catégorisation qui nous paraît intéressante, mais qui reste vraiment à perfectionner. Hein, j'entends bien, c'est celle qui était donnée, par exemple, dans un autre contexte par Frédéric Rousseau sur la Première Guerre mondiale, où en gros, il mettait en avant 4 catégories de loyauté. La première, c'est celle des convertis, les consentants, donc eux, finalement, soutiennent une nouvelle politique nationale. Il parle également des assenteurs ou des assentants. C'est assez intéressant, c'est des gens qui sont dans une forme, alors je reprends aussi une expression de Morgane Labbé, une forme d'indifférence nationale, finalement, à ce qui se passe. On se laisse porter, finalement, par le contexte national qui peut être différent. Il évoque également des dissenteurs qui s'opposent, mais plutôt dans l'arrière-scène, dans l'infrapolitique. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'il y a des stratégies qui existent pour essayer de mettre en exergue une certaine loyauté, tout en pensant l'inverse parfois. Et il y a très clairement aussi les dissidents, ceux qui s'opposent ouvertement. Alors ici, alors ça c'est vraiment des catégorisations pour la Première Guerre mondiale qui concernent plutôt les combattants, mais en fait on aimerait partir de cette catégorisation pour bien entendu la questionner et essayer de l'adapter petit à petit à la question des loyautés. C'est intéressant, et notamment des loyautés nationales. Il y a également la question des échelles d'analyse des dynamiques d'acteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, selon les espaces frontières et selon les pratiques, ça c'est assez étonnant et c'est ce qu'on va voir avec l'aviron, selon les pratiques, on peut avoir des dynamiques qui sont complètement différentes. Le football ne fonctionnera pas de la même manière que l'aviron ou que d'autres activités comme la gymnastique en Alsace. Donc les dynamiques d'acteurs sont importantes, les échelles d'analyse et du coup aussi le type de pratique qu'on peut rencontrer. Donc finalement, c'est comme disait Jacques Revel, finalement c'est pas une monographie, c'est pas l'application mécanique d'un phénomène macrosocial, mais c'est plutôt des modulations particulières de l'histoire globale qu'on essaie de mettre en avant pour produire des effets de connaissance singuliers. Donc c'est ce qui nous intéresse un petit peu ici. Et évidemment, j'allais dire, la question de l'Alsace est assez intéressante de ce point de vue-là, parce que c'est une région qui a changé pas mal de fois de nationalité. Alors là, je vais plutôt m'ancrer sur la période ce que les Français appellent l'annexion, entendu, allemande, de 1871. Et on va travailler aussi sur le retour, encore en termes utilisés par les historiens français, de l'Alsace à la France en 1918, et on va donc aller jusqu'en 1940. Bref, 2 changements de nationalité au cours de cette période-là. Alors, pour ça, on s'intéressait à une forme de micro-histoire en travaillant sur des itinéraires de structures d'aviron de Strasbourg. Alors, ils sont nommés dans la presse les 2 frères ennemis de l'aviron alsacien. Bien entendu, il y a un côté mythologique là-dedans. Ce sont les termes journalistiques, mais finalement, il y a quand même une certaine cohérence dans l'utilisation de ces termes et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, ces 2 clubs sont 2 clubs strasbourgeois. Le premier, alors le terme n'est pas anodin, mais je reviendrai dessus, le Rowing Club de Strasbourg. Et un deuxième qui s'appelle, avant la Première Guerre mondiale, le Strasburger Ruderverein, qui devient le Cercle nautique de Strasbourg, puis le Cercle nautique du Rhin. Après la Première Guerre mondiale, j'expliquerai pourquoi. Donc, à travers cette micro-histoire, essayer de comprendre finalement des enjeux beaucoup plus globaux, qui permettent de comprendre l'évolution de cette pratique. Très rapidement sur les sources. Alors, des sources administratives, les archives départementales, ce qu'on appelle l'archive d'Alsace maintenant, avec une partie qui se situe dans le Haut-Rhin à Colmar et dans le Bas-Rhin à Strasbourg. Ce sont également des fonds de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. On a également à Strasbourg une bibliothèque nationale universitaire qui contient, alors ça date de l'époque allemande, où les associations ont versé pas mal de leurs archives aussi. C'est très surprenant, mais on retrouve donc des bulletins d'associations, des listes de membres, etc., qui sont très intéressantes pour comprendre un petit peu l'évolution de ces structures. Des sources privées. Ça, c'est un petit peu notre travail en ce moment, c'est d'aller dans les associations pour les inciter, alors évidemment avec la grande collecte, on peut passer par là également, donc inciter les associations à faire connaître leurs archives, leurs sources, pour que les historiens puissent travailler tranquillement dessus, ce qui n'est pas toujours évident en Alsace, parce qu'il y a le problème, c'est moins la première annexion, je vais dire, que la deuxième. Il y a une certaine forme de peur, parfois, que des choses soient connues, révélées. Donc il y a parfois, ça peut être sujet de tension, et donc il faut être bien implanté dans ces associations, faire un long travail d'échange avec eux pour essayer d'accéder à ces associations. C'est également la presse locale,
le sport alsacien, mais également le Yacht, hein, qui est une revue sur laquelle nous nous sommes appuyés. Alors, on va démarrer par la naissance en fait de cette rivalité. Alors, bon, l'idée c'était de prendre, je vous dis, deux structures aux caractéristiques assez différentes pour pouvoir les comparer et voir comment se sont construits les itinéraires. Alors, on va commencer par le Rowing Club de Strasbourg. Il naît en 1879, à l'initiative d'une petite bourgeoisie strasbourgeoise, pas mal de commerçants, des employés, très liés au milieu francophile. Et il l'affiche ouvertement. Alors, j'ai pris quelques exemples, je ne sais pas si c'est bien visible. Et alors, un collègue également, Jorine Bauchet, qui avait un peu travaillé sur la question, donc on a complété un petit peu ses travaux pour dire par exemple que bon, mais rowing, c'est pas anodin, c'est une dénomination anglaise, mais qui évite surtout d'avoir une dénomination allemande. Hein, donc ça, c'est un élément intéressant. Ils vont puiser leur technique de préparation dans des méthodes françaises. Ils donnent des cours de français également aux membres du club. Donc ce qui nous amène nous intéresser également aux questions de sociabilité qui sont très importantes, mais du coup il faut aussi trouver les sources, hein. C'est pas toujours évident. Certes, alors l'association c'est aussi le lieu où une jeunesse s'encanaille un petit peu et où il y a de la consommation parfois excessive d'alcool, et on retrouve dans la presse des bagarres de rue entre les rameurs du club qui sont un peu éméchés et des étudiants allemands. Qui sont installés donc à l'université de Strasbourg, qui était un lieu de rayonnement en fait de la germanité en Alsace, hein, clairement. C'est aussi paradoxalement parfois des fêtes nautiques où on va fonctionner en vase clos, c'est-à-dire qu'on invite que les milieux francophiles, et on a donc par exemple on va nommer les embarcations, Lion de Fauvette, Follette, Vélédate, on a entendu parler hier, il me semble que c'est François Bombeau qui a parlé de ce nom-là, donc la mouette, l'étincelle, la fluette, bref, pas de terme allemand, vous l'avez bien compris. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est alors, je ne sais pas si on le voit très très bien, mais on présente en fait une fête du Rowing Club avec un orchestre, et on a dans cet orchestre des clairons. Alors les clairons, ça peut paraître tout à fait anodin, sauf que ça avait été interdit par les autorités allemandes, notamment parce que les sociétés de gymnastique francophiles les utilisaient beaucoup. Et ces clairons jouaient surtout de la musique militaire française, ce qui posait problème. Donc ils ont été interdits par les autorités allemandes. On retrouve sur certains dessins, certaines caricatures, donc c'est assez intéressant de voir comment on se réapproprie. D'ailleurs, les clairons seront réintroduits en 1918. Les autorités françaises vont encourager à l'utilisation du clairon nouveau lors des défilés, voilà, parce que ça fait très français. Donc effectivement, le Rowing Club de Strasbourg, mais créé en 1879, mais qui se fait très rapidement concurrencer par une structure qui naît en 1881, donc le Straßburger Ruderverein, donc le club d'aviron de Strasbourg, qui lui a un recrutement complètement différent. Donc ce sont plutôt des jeunes étudiants, enfin des étudiants, des avocats issus des milieux allemands et notamment prussiens, à préciser parce que ça va avoir son importance, qui affichent ostensiblement leur attachement à la politique de germanisation, tout en essayant de recruter dans les milieux alsaciens dans un souci d'intégration, d'assimilation. Alors, ça n'apparaît pas là-dessus, mais ils vont choisir les couleurs et la forme du premier étendard utilisé par l'administration impériale, par exemple, hein, comme base de leur drapeau associatif. Ils baptisent leur premier bateau des noms des deux gouverneurs allemands d'Alsace-Lorraine, donc Müller et Manteuffel. Et surtout, quelque chose d'important, ils vont adhérer à la Fédération allemande d'aviron. L'idée, c'est très clairement de marquer le rattachement à l'Allemagne, pour eux ça ne pose pas de souci particulier, et de mettre en place ce qu'ils appellent un modèle allemand de l'aviron en Alsace. Alors attention cependant, j'ai bien parlé de Prussiens ici parce qu'on a des clubs qui sont un peu plus dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils m'ont recruté à la fois dans les milieux de la petite bourgeoisie alsacienne et la petite bourgeoisie venue d'Allemagne et installée en Alsace pendant l'annexion. Mais ce sont plutôt généralement des gens issus du Palatinat ou ce qu'on appelle maintenant le Bade-Württemberg. Donc c'est pas des Prussiens, il faut le dire un peu rapidement. Je suis un peu caricatural, hein, mais on retrouve des micro-sociétés comme ça qui arrivent à se mélanger parce que y a une vraie hantise du haut fonctionnaire prussien, notamment en Alsace. Par contre, avec d'autres, des habitants des bassins rhénans ou de proximité, ça fonctionne un petit peu mieux. Alors, tout cela fait que ça déborde un petit peu. Alors, comment vont s'organiser les compétitions maintenant ?
alors, les seconds dont j'ai parlé, donc le club d'aviron allemand va très clairement se tourner vers des compétitions allemandes. Pour le Rowing Club de Strasbourg, c'est un petit peu différent et un parcours assez sinueux qui va justement se situer du local à l'international. Et ça, c'est vraiment une spécificité de l'aviron par rapport à d'autres activités qu'on retrouve à la même période en Alsace. Or, pour être assez rapide sur la question, les rameurs du Rowing Club de Strasbourg vont traverser la ligne bleue des Vosges pour aller pratiquer en France, pour participer à des concours en France. Ce que faisaient d'ailleurs aussi à l'époque des sociétés de gymnastique francophiles qui allaient participer à des concours en France. Sauf que petit à petit, ça va commencer à déranger un petit peu les autorités allemandes qui vont interdire au Rowing Club de Strasbourg sous peine de dissolution, c'est marqué, de participer à des régates en France. Alors, que vont faire du coup ces sociétés? Que va faire le Rowing Club de Strasbourg? Elle va les pratiquer en Suisse et en Belgique notamment. Il y a également certains concours en Italie, donc autrement dit, la Suisse et la Belgique deviennent des terres d'accueil pour le Rowing Club de Strasbourg pour qu'il puisse continuer à pratiquer. Ils en discutent, alors ça on retrouve un petit peu dans les journaux, mais ils discutent et ils chantent en français lors des concours. Voilà, donc il y a toute la rhétorique qui se met en place. Alors, le Rowing Club de Strasbourg, entre-temps naissent d'autres sociétés d'aviron, dont certaines proches des milieux francophiles, et ces structures vont se réunir en 1897 au sein d'une commission des championnats à l'aviron d'Alsace-Lorraine, donc CCAAL, complètement indépendant de la Fédération allemande d'aviron. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que donc c'est une forme de stratégie de contournement, si vous voulez, qui se situe au niveau régional pour essayer de créer une structure qui va marquer son appartenance francophile. Et elles vont profiter d'un effet d'opportunité. La création en 1892 d'une fédération internationale des sports d'aviron, que la fédération allemande ne veut pas rejoindre, les Anglais non plus d'ailleurs, la fédération allemande refuse d'adhérer à cette fédération internationale des sociétés d'aviron, donc c'est la France, la Suisse, l'Italie, la Belgique qui adhèrent principalement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc les rameurs du Rowing Club de Strasbourg vont participer à ces championnats de la FISA, la Fédération internationale, et à partir de 1899, la FISA va les autoriser à concourir sous bannière d'Alsace-Lorraine. Donc autrement dit, vous allez avoir au sein d'une fédération internationale une section Alsace-Lorraine, une fédération d'Alsace-Lorraine qui va participer à ces championnats et complètement indépendante de la fédération allemande d'aviron. À tel point que vont être organisés, il y a eu un décalage, j'en suis désolé sur le PowerPoint, les Alsaciens-Lorrains dissidents, on va les appeler comme ça, francophiles, vont organiser par deux fois à Strasbourg des championnats d'Europe de la FISA 1902 et 1907. Et alors, ça va beaucoup déplaire et vous allez comprendre ensuite la réaction des autorités, notamment lors de la deuxième en 1907. On incite finalement les participants à donner un cachet, les participants alsaciens à donner un cachet alsacien aux parades qui sont données avant les concours, notamment en affichant le drapeau alsacien, le Rotunvis, blanc et rouge. Voilà, donc on leur demande de défiler lors de la parade vénitienne qui a lieu avant ces concours en blanc et rouge. Voilà, donc on va donner un cachet alsacien à ces compétitions. Alors, ça va fortement déplaire, 1907 va vraiment servir de déclic, ça va fortement déplaire aux autorités allemandes. Et dans la foulée, 1908, création d'une fédération des régates du Rhin supérieur qui va regrouper les sociétés dites germanophiles, dont le Strasburger Ruderverein dont je vous parlais avant. Donc, création et réaction immédiate. Cette fédération, alors, première manifestation haute en couleur, on invite le Kaiser, Kaiser Guillaume II qui est invité pour cette parade, donc en grande pompe. Et cette fédération, cette structure plus la fédération vont faire pression pour que la fédération alsacienne-lorraine ne soit plus reconnue par la fédération internationale. Ce qui aboutit en 1912, alors qu'à partir de 1912, c'est la fédération allemande d'aviron qui va être reconnue par la FISA, à force de pression de la fédération allemande. Et donc la commission d'Alsace-Lorraine va être mise de côté, exclue de ces concours européens.
Alors, vous voyez comment se structure au cours de cette période d'annexion allemande des oppositions très fortes à partir de deux clubs, mais qui génèrent des tensions nationales très importantes. Alors, la fin de la Première Guerre mondiale ne va pas mettre fin justement à ces conflits, mais les conflits vont perdurer. Alors, ils vont prendre une forme un peu particulière. C'est-à-dire qu'avec le retour à la France, ce microcosme strasbourgeois va être de nouveau traversé par des conflits très durs. Alors, la première étape, c'est donc le Straßburger-Oder-Verein, qui devient cercle nautique de Strasbourg, puis ensuite cercle nautique du Rhin, parce qu'il faut marquer la nouvelle frontière, un peu rapidement. Elle est, dans un premier temps, enjointe de cesser ses activités au prétexte de son passé germanophile. Voilà, c'était une société qui recrutait des Allemands, et germanophiles en plus, donc on l'exclut. Les biens du club sont confisqués, et notamment les avirons. Ces avirons sont confiés à qui ? Au rival, le Rowing Club de Strasbourg. Cependant, le nouveau président arrive à faire en sorte que sa structure puisse redémarrer et les sanctions sont levées quelques temps après. Et du coup, là, cette structure qui est devenue le cercle nautique du Rhin va faire des efforts inconsidérés pour montrer sa nouvelle francophilie en se rapprochant de sociétés françaises, donc lyonnaises, parisiennes, et en investissant également l'organisation de festivités comme celle du 14 juillet. Donc il y a toute une ritualisation autour de la nouvelle francophilie de cette structure qui avait un passé et du coup aussi un passif. Paradoxalement, cette trop grande francophilie va aussi poser problème à cette structure. Mais c'est pourquoi ? C'est que pendant l'annexion, les sociétés francophiles critiquaient le Straßburger-Oder-Verein parce qu'il était trop allemand, mais ils vont aussi critiquer le fait qu'il soit trop français. C'est-à-dire qu'ils recrutent notamment ce qu'on va appeler des Français de l'intérieur. Pas des Alsaciens lorrains, mais des gens qui viennent, des fonctionnaires notamment, qui viennent s'installer en Alsace pour participer au processus de refrancisation. Et on va le reprocher à ces structures qui étaient germanophiles d'être trop francophiles du coup, parce qu'elles recrutent trop de gens de l'intérieur, comme on dit, de la France de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas Alsaciens lorrains. Et donc là, le Rowing va de nouveau afficher très clairement le drapeau blanc et rouge pour montrer qu'eux recrutent au contraire des Alsaciens lorrains. Donc ce ne sont pas des traîtres dans un sens comme d'un autre. Ils ne sont ni germanophiles. Alors ils étaient francophiles, ils l'exprimaient pendant l'annexion, mais attention, pas trop quand même, parce que là, on ne va pas recruter quand même trop à l'extérieur. Donc il y a cette espèce de paradoxe qui fait que il y a des rivalités très très fortes à cette période-là. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ah ben c'est parfait. Non. Alors, donc les rivalités sont très très fortes, en gros jusqu'en 1929, c'est-à-dire que les dirigeants se parlent très très peu. Finalement, c'est des conflits symboliques, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les victoires qu'on arrive à avoir dans les compétitions pour revendiquer une certaine légitimité. Alors, malgré tout, à partir de 1929, un compromis va être trouvé entre ces différentes structures, donc il aura fallu une dizaine d'années pour que se crée une structure strasbourgeoise qui s'appelle le Comité intersociétaire des régates à l'Aviron de Strasbourg, qui est un lieu de retrouvailles, de réconciliation entre ces deux structures, et c'est là qu'on va commencer à parler de cessez-le-feu en fait dans la presse, un véritable cessez-le-feu entre ces deux structures. Voilà, on s'est réunis et on va organiser pour ce faire un challenge de la ville de Strasbourg. Alors, au départ, c'était 3 structures, mais il y en a une qui va très rapidement abandonner, faute de moyens. Et donc, va être organisée une forme de challenge de la ville de Strasbourg entre le Rowing Club de Strasbourg et le Cercle Nautique du Rhin. Donc là, la compétition organisée par ce comité intersociétaire permet finalement de calmer les esprits et de marquer l'existence de ce cessez-le-feu. On parlera même d'Oxford-Cambridge, voilà, pour faire la comparaison. Bon, toute proportion gardée, j'entends bien, mais la presse parle de cette opposition Oxford-Cambridge entre le CNR et le Rowing Club de Strasbourg. Un élément de conclusion en quelques secondes. Alors, un passé qui ne passe pas, bon, la phrase est bien connue, bien entendu, mais c'est en fait, donc on avait un projet de recherche cette année, une IDEX, qui visait à faire des conférences grand public, JO aidant bien entendu, sur l'histoire du sport en Alsace. Et donc on a fait une conférence au Rowing Club de Strasbourg,
Et en fait, en discutant avec les membres du club, on s'aperçoit que ce sont des choses qui ont persisté très très longtemps. C'est-à-dire que des membres de l'AS, donc Strasbourger Orphelin, qui est devenu Cercle Nautique du Rhin, qui est devenu ensuite l'AS, nous expliquaient que pendant longtemps, et même après la Seconde Guerre mondiale, certains continuaient de les appeler, de les traiter de Boches. Alors que c'était des rivalités qui dataient de la première annexion. De même, quand une personne nous expliquait qu'elle avait changé de club, était passée de l'un à l'autre, je ne sais plus dans quel sens, l'AS au rowing ou de rowing à l'AS, elle s'est fait traiter du traîtresse, quoi. Je veux dire, ça a été une trahison. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est finalement un héritage qui s'est ancré dans des très loin dans le temps, et dire, continue finalement d'entretenir une forme d'héritage, enfin d'une mémoire collective autour de cette opposition entre ces clubs. Alors tout était apaisé, hein, n'inquiétez pas, il n'y a pas de... Mais voilà, on sent qu'il y a toujours des formes de tension qui existent, qui sont assez intéressantes, qui nous amènent finalement à faire... à plaider pour une forme d'ethnographie associative, hein, qui permettait de comprendre aussi comment s'ancrent à un moment des rivalités sportives qui ne sont pas que sportives finalement, et qui renvoient à un passé qui est retravaillé, mythifié, mais qui peut avoir des conséquences sur la manière dont s'organisent les oppositions entre ces clubs. Donc cessez-le-feu bien entendu, mais en même temps perpétuation d'une forme de mémoire de la rivalité. Voilà, je vous remercie.